Amis internautes d'ici et d'ailleurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'endroit où vous nous recevez. Bienvenue à cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau, comme d'habitude, Iboussi accompagné de Lamine Sibi. Iboussi, bonjour. Ça, bonjour. Merci d'avoir accepté à notre invitation. Merci beaucoup. Lamine Sibi, bonjour. Bonjour Konaté, bonjour à vous et bonjour aussi à nos internautes. Merci pour d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur encore une fois. Alors, nous allons commencer avec Iboussi. Iboussi, voilà, donc le gouvernement malien a décidé, à travers le ministère de l'Éducation, a décidé de reporter l'école malienne jusqu'au 4 novembre. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que la mesure, elle était prévisible. Elle était prévisible parce que on avait déjà entendu des syndicats de l'enseignement, notamment le SNEC et d'autres syndicalistes qui déjà en off le disaient. Ils disaient que bon, avec la situation des écoles, le fait qu'il y a il y a beaucoup d'écoles inondées, quoi. Il y a beaucoup d'écoles inondées. Il y a des gens aussi qui, chez eux, sont inondés. Ils ont déménagé dans les écoles. Bon, c'est deux cas. Les écoles inondées, donc c'est pas possible de faire l'école là-bas. Mais il y a des gens, chez eux, c'est inondé. Ils ont déménagé dans les écoles. Donc, par rapport à cela, c'était assez difficile quand même de reprendre les cours comme ça. Et je pense que la mesure est bien. La décision, elle a été bien acceptée. Moi, j'ai bien aimé la décision. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est le fait que on aurait pu prendre cette décision depuis longtemps. Au moins 15 jours à l'avance, au moins même 10 jours à l'avance, on aurait pu prendre cette décision. Mais même pas 24 heures de l'ouverture des classes, parce que quand on avait l'information, je crois qu'il était vers midi, il était midi 13h déjà. 13h, voilà, 13h, c'est dans le journal du 13h. Voilà, donc 13h. Et voilà, c'est en moins les 24 heures voilà, qu'il fallait prendre une décision, il fallait faire quelque chose. Bon, ça fait du tort à beaucoup de gens. Ça a fait du tort à beaucoup de gens parce qu'il y avait des gens qui s'étaient programmés pour faire beaucoup de choses et ils ont été déprogrammés. Je sais de quoi je parle. Quand je dis cela, c'est important parce que vous savez, tout le monde n'est pas riche au Mali. Tout le monde n'est pas dans de bonnes conditions au Mali. Aujourd'hui, au Mali, pour avoir 5 000, 10 000 francs pour certaines familles, c'est extrêmement difficile. Il y a des familles pour avoir 5 000, 10 000 francs CFA qui ne représentent absolument rien pour beaucoup de gens. C'est difficile. Donc, ces personnes-là qui se sont, on va dire, déprogrammées pour éventuellement essayer de trouver les moyens pour aller inscrire leurs enfants, aller payer des cahiers, aller faire ceci, aller faire cela. Ces gens-là auraient peut-être aimé que, bon, s'ils avaient l'information à l'avance, ils auraient peut-être pu garder ces petits sous-là avec eux pour payer leur prix de condiments, manger, faire des petits trucs à faire. Et puis après, jeter toute leur force pour le 4 novembre. Et ça, je le dis, je sais de quoi je parle, parce qu'il suffit d'aller discuter avec beaucoup de gens au Mali. Avoir 1000 francs, 2000, 3000 francs CFA par jour, c'est pas facile. Les gens, pour avoir 1000, 2000, 3000 francs CFA, voilà. Je parle pas des gens qui ont de l'argent, qui vont dire « Ah non, moi j'ai les moyens, l'argent que j'ai dépensé pour l'école, ça reste là-bas à l'école, ça va attendre un mois, il n'y a pas de souci, je vais compléter le reste après. » Il y a beaucoup de gens qui vont dire que ça les dérange pas. Ok, merci beaucoup. Lamine, nous avons vu dès l'annonce de cette nouvelle des réactions n'ont pas tardé. Cela, visiblement, n'a pas plu à nos concitoyens. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous savez, comme ça, c'est ce qui est un peu le hic dans notre pays, parce que comme on le dit, gouverner, c'est prévoir. Il ne s'agit pas seulement de dire que je vais faire ça, tel à tel moment, mais il faudrait d'abord voir la faisabilité, surtout la faisabilité des choses avant de se prononcer. Les motifs du report, déjà on le sait, l'état de catastrophe nationale qui a été décrété depuis le mois d'août. Donc c'est après le mois d'août que la date de la rentrée a été fixée. Et par la suite, à partir du 24 septembre, le ministre est sorti pour dire que voilà le premier, la rentrée c'est le premier. Ça trouvait déjà qu'il y avait des rumeurs qui disaient que est-ce que c'est possible. Il a fait cas du SNEC à travers JT qui a fait un texte dans lequel il parle de ses inquiétudes par rapport à la rentrée, par rapport aussi à la manière de faire du ministre de l'Éducation, Si Savané, je pense bien que c'est son nom. Bon, du coup, quand on essaie de voir tous ces paramètres-là et dire aussi que la météo avait annoncé qu'il allait pleuvoir jusqu'au mois de novembre et fixer la date, et puis à la dernière minute, à 12 heures de la rentrée, pour être précis, à 12 heures de la rentrée, pour dire que bon, désormais, la rentrée,
ce n'est plus possible pour demain, là, ça choque les gens. Ça trouvait que le marché était déjà inondé. Les marchés étaient déjà inondés, comme il vous l'a dit, beaucoup avaient déjà sacrifié le peu d'économie qu'ils avaient. Parce que nous sommes au Mali quand même. Rares sont les familles qui puissent vivre au-delà de 2000 francs par jour. Même pour avoir ces 2000 francs, souvent c'est très très difficile. Je ne dis pas comme il vous l'a dit. Il y a beaucoup de familles aussi qui peuvent dépenser 10 000 par jour pendant 10 ans. Ça ne leur fait rien. Chacun a ses moyens, c'est la vie. Mais la décision a été accueillie de façon choquante. Et du côté des parents d'élèves qui se sont dit, mais on a sacrifié tout ce qu'il fallait, tout ce que nous avions. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant dans la merde où il faut qu'on se débrouille tant bien que mal pour faire vivre notre famille. Quand on essaie de voir du niveau du syndicat des signataires du 15 octobre, et aussi ils sont sortis pour dire qu'ils n'ont rien compris de ça à travers leur porte-parole, Almoud, et qui dit ils n'ont rien compris de ça. Le ministre devrait être prévoyant. Quand on essaie d'aller vers le secteur privé, les SILEPMAN, le syndicat libre des écoles privées du Mali, et aussi ils se sont dit, mais nous sommes payés par rapport au mois qu'on travaille. Maintenant, si la décision est sortie pour dire que désormais la rentrée, ce n'est plus demain, comment nous allons faire, vu que déjà nous avons 3 mois de galère derrière nous, parce que les écoles privées, s'il n'y a pas de classe, il n'y a pas de paiement. Certains, bon nombre des écoles privées. Mais au Mali, sur 100, s'il y a 5 qui prennent les 11 sur 12, les autres là, moi je parle de la majorité. Pour nuancer un peu. Oui, c'est pour nuancer, mais la plupart, la majeure partie quand même, sont payés sur le mois, travaillés sur le mois. Donc la décision, cette décision vraiment, elle a été vraiment très choquante, ça a été très violente. Le ministère devrait être très prévoyant. Surtout, il y avait tous les paramètres qui indiquaient déjà que la rentrée, ce n'est pas possible pour Vous avez même pas appelé à sa démission. Oui, quand je dis prévoyant et puis j'ai parlé des paramètres, c'est là où j'allais en finir tout de suite. Quand j'ai commencé par dire que gouverner, c'est prévoir. Si un responsable n'a pas cette capacité de prévoir les choses, et même si on l'avertit, il tient seulement qu'à se dire, et à la dernière minute, il vient dire que bon, ce n'est plus possible, on se demande à quoi sert à ce que cette personne-là reste là-bas. Et en plus de cela aussi, même par rapport à la commission qui doit se charger de l'orientation des enfants qui ont eu le DIEF, juste là, d'après Dité, qui est vraiment un acteur impliqué dans le processus, qui dit que la commission n'était même pas mise à place la semaine dernière seulement. Maintenant, on se demande, le ministre, comment il travaille. Et avec ce genre de faute, franchement, moi, de mon côté, si j'étais à sa place, ou bien si c'était un de ses conseillers, j'allais demander à monsieur le ministre, franchement, de déposer le tablier et de dire qu'il ne peut plus. Ok, merci bien. Nous allons passer à une autre thématique. Iboussi, à l'instar de certains pays de la sous-région, le Mali a fait sortir une nouvelle plaque d'immatriculation. Dites-nous en quoi consiste cette nouvelle plaque d'immatriculation. Y a-t-il des changements majeurs ou est-ce que ça peut être assez bénéfique pour nos concitoyens? Bon, juste avant de répondre à ce, bon, de savoir ce que je sais sur les plaques, oui. Juste avant d'intervenir sur ça, parce que j'aimerais quand même dire, l'autre jour, j'ai vu le ministre de l'Éducation, M. Savané, Savané, je l'ai vu l'autre jour à la télé. Ça fait 48 heures, je crois. Et il a fait une visite. Il est parti dans 1 à 2 écoles. Je l'ai vu je regardais à l'ORTM et je l'ai vu. Et il a dit quelque chose qui m'a étonné. Quand il a vu le terrain, quand il a vu l'eau dans les écoles, il dit « Ah, mais là, ça c'est grave alors. Hein. Ben, dis donc, on a reporté jusqu'au 4. Mais voilà, là, la situation est grave. » J'étais étonné. Parce que, à travers sa manière de parler, j'ai eu l'impression qu'il ne s'était pas rendu dans les écoles avant de déclarer que la rentrée allait se tenir le 1er octobre. Voilà, 1er ou 2 octobre. C'était le 1er, je crois. C'est le 1er octobre. Voilà. Et le mardi dernier. Parce que moi, je crois que les ministres, ils sont dans la ville avec nous ici. Ils sont dans le pays avec nous ici. Ils ne sont pas à l'extérieur. N'est-ce pas? Oui. Lorsque un ministre se lève le matin et qu'il va dans son bureau, il traverse la ville. Il regarde ce qui se passe par la fenêtre. Il regarde ce qui se passe dans la ville. Lorsque des gens vous disent, écoutez, à la télévision, dans les médias sociaux, ou bien vous voyez qu'il y a des écoles qui sont inondées, à Kalabankoro, il y a l'eau, les gens prennent la pirogue pour rentrer chez eux. Je crois que le ministre n'est pas interdit de prendre sa voiture et puis aller faire des visites. Donc, voulez-vous dire qu'il n'y a pas eu de visite de terrain visiblement avant cette prise de décision? Je ne peux pas le confirmer, mais ce que je peux dire quand même, ce qui m'a étonné, c'est quand je l'ai vu l'autre jour dire ça à la télé. À la télé, si vous voulez, après l'émission, allez-y chercher l'élément à l'ORTM. Je l'ai vu.
Il était étonné. Il dit, oh là là, ben dis donc, si c'est comme ça, hein. Mais il était étonné. Bon, moi, ça m'a étonné. C'est-à-dire, ça donne l'impression, au fait, ça donne l'impression qu'il n'y a pas de communication entre le ministre et les différents départements qui gèrent les écoles là. Parce que s'il y a des académies, il faut passer par les académies, les CAP qui peuvent faire remonter l'état des lieux afin de pouvoir se statuer. Par exemple, quand les syndicats signataires disent qu'avec le ministre, il n'y a pas de rapport. Alors que qui ne connaît pas les syndicats signataires du 15 octobre pour dire l'article 39. Tout le monde les connaît. Voilà. Il faut, imagine que... ils sont sur le même article 39. Voilà, 39. Article 39. Ouais. Donc, moi, franchement, ça m'a beaucoup gêné. Ça m'a beaucoup gêné parce que... Rapidement, en 10 secondes, nous allons finir... Voilà, j'ai peur, quoi, parce que j'ai peur qu'il y ait une certaine distance entre le ministre et sa population qui le gouverne. Okay, merci. Parce que moi, ça m'a inquiété. Merci. Bon, maintenant, je peux dire que, quand même, on n'a pas besoin de... C'est-à-dire annoncer qu'on va reporter la rentrée scolaire ne nécessite pas des dépenses financières. Ok, c'est bien compris, M. Iboussi. Voilà. Nous allons passer à cette thématique, la nouvelle plaque. Bon, maintenant, par rapport à la plaque, bon, oui. C'est vrai, on a tous entendu, on a vu... Moi, j'ai vu quand même le directeur général des routes qui quand même, il a essayé d'expliquer. Que, bon, désormais... Les Maliens vont s'habituer à une nouvelle plaque d'immatriculation. Il faut chercher cette plaque-là. Mais il a tenu à dire que ce n'est pas obligé d'y aller tout de suite. Il ne faut pas y aller tout de suite. Il faut, quand ta carte grise, le délai de ta carte grise, elle finit. La carte grise, c'est 5 ans. 5 ans. Quand ce délai finit, eh bien, tu dois renouveler ta carte grise. Et en renouvelant ta carte grise, eh bien, tu renouvelles tes plaques aussi. Bon, je trouve que c'est quand même bien si on va avoir de nouvelles plaques. Moi, ce que j'ai aimé sur cette nouvelle plaque-là, la particularité, ce que moi j'ai aimé, hein, il y a d'autres petits détails que je ne connais pas très bien, mais quand même ce que j'ai aimé dedans, c'est que le directeur a dit qu'il va y avoir un code QR. Un code QR, c'est, pour les gens qui ne savent pas, c'est une espèce de code barre. Donc, le policier, désormais, qui va t'arrêter, avec son téléphone, il scanne seulement le code avec son téléphone cellulaire. Et puis, directement, il arrive à rentrer, il arrive à avoir des informations. Voilà. Sur le véhicule. Sur le véhicule, sur le propriétaire du véhicule, sur la date à laquelle ça a été dédouané, date à laquelle ça a été immatriculé, etc. Ça, c'est bien. Ça veut dire que demain, si toi, tu veux vendre ta voiture, celui qui veut l'acheter, il scanne seulement le code, il arrive à savoir que c'est en ton nom, c'est ton nom qui est écrit dessus. Et ça, c'est déjà bien. Bon, il y a d'autres choses, visiblement, je crois, dedans. Mais globalement, moi, j'ai bien apprécié cela parce que j'ai appris à travers lui, dans son interview, que c'est quelque chose qui avait commencé en 2021. C'est en septembre-octobre 2021 qu'ils avaient pris l'initiative de changer les plaques de toutes les voitures, de toutes les motos, etc. Bon, je trouve que c'est bien. Mais bon, voilà, maintenant, après, je me demande, est-ce que dans la pratique, est-ce qu'ils pourront le faire? Parce qu'il y a des véhicules qui continuent à circuler avec des CH, le numéro de châssis dessus. Ça ne les dérange pas, ça ne dérange personne dans le pays. Ils vont continuer à le faire, c'est sûr. Il y en a qui se croient toujours au-dessus des lois. Ils vont continuer à circuler dans l'impunité, sans plaque d'immatriculation, et personne ne pourra rien leur faire. Les motos, est-ce que l'État pourra obliger les motocyclistes qui sont super puissants dans le pays, ils sont musclés? Ça va être difficile de leur dire, mettez des plaques, je ne sais pas comment ça va se passer. Tout ça, c'est quand même dommage, parce que c'est des manques à gagner pour l'État. Lamine, nous avons vu d'autres particularités voilà, cette nouvelle plaque d'immatriculation, la carte du Mali, on ne voyait pas ça du tout. Et en même temps aussi, ces plaques d'immatriculation, chaque région aura son nom sur sa plaque. Bon, déjà pour la carte du Mali, je pense que c'est déjà bien. Si ça appartient au Mali, que la carte y soit, c'est déjà bien. Maintenant, par rapport à l'autre, que chaque région, je pense que même sur l'ancienne plaque d'immatriculation, je ne maîtrise pas trop, mais il y avait des trucs MD, M-truc, qui montraient déjà que ça a été dédouané à Sékou, ça a caillé, ainsi de suite. Donc là, il n'y avait pas trop de particularités. Peut-être cette fois-ci, ça pourrait changer pour dire, peut-être par exemple, Bamako, ou bien si on va écrire Sikasso, comme proprement dit, Sékou, ainsi de suite. S'il y a de la place sur les plaques d'immatriculation. Déjà, c'est bien en soi, parce que les plaques d'immatriculation, il y a un enjeu économique aussi qui est là.
qu'il ne faut pas négliger. Donc voulez-vous dire que l'État a besoin de refléter ses caisses? Bon, on n'a pas besoin de microscope pour savoir aujourd'hui l'état économique dans lequel le pays se trouve. Et l'État aussi étant en quelque sorte un commerçant, comme nous aussi, parce que l'État c'est comme une entreprise privée. L'État compétit à renflouer sa caisse et puis par tous les moyens, juridiquement parlant, par tous les moyens, si c'est pas hors du cadre juridique, déjà c'est bien. Maintenant les nouvelles plaques, je pense qu'avec le code QR qui va permettre d'abord à ce que les policiers qui pourchassent les gens à travers la ville, même malgré qu'il y a une note d'interdiction qui est sortie il y a quelques années de cela, je pense que 2 ans, mais juste là dans la pratique, souvent on voit que certains véhicules sont poursuivis et souvent ça amène à des dégâts matériels, des dégâts même plus graves encore. Il y a eu des victimes dans les passés, donc ça pourrait empêcher ça, les codes QR. Par exemple, il y a une voiture qui est là, vous parvenez à prendre le numéro de la plaque d'immatriculation et une fois que vous envoyez ça au niveau de la base de données, automatiquement on saura que la voiture appartient à la mine Sibi. La mine Sibi, il réside en commune 4 à Lafiabougou. Voilà. Donc là maintenant, même si les policiers ne pourchassent plus le véhicule, demain, après-demain, ils pourraient juste aller me cueillir à la maison parce que la voiture est là, c'est photographié, tout est là. Déjà sur le plan, nous sommes à l'ère numérique, donc il faut qu'on avance avec les nouvelles technologies. Et chose encore que j'ai vraiment aimé dans ça, c'est que quand j'attends le directeur, comme il vous vient de relater, déjà c'est une décision qui a été mûrie. Depuis 2021, il travaille là-dessus. Et en 2024, c'est déjà mis en circulation. Et là, ils se disent encore que non, c'est pas tout de suite. C'est-à-dire que vous allez attendre le délai de votre carte grise, vous allez attendre à ce que ce délai... Et le prix aussi n'a pas changé. Oui, le prix aussi n'a pas changé, ça reste le même prix. Et aussi, les gens ont le temps nécessaire de se préparer. Par exemple, si moi j'ai 1 an devant moi, et le délai de validité de ma carte grise doit prendre fin, en ce moment, je vais me préparer pendant 1 an. Et le prix n'a pas changé. Maintenant, le truc des CH, c'est là où maintenant il va y avoir vraiment du boulot pour les agents de la circulation. Dans une des vidéos du ministre, le ministre, voilà, on peut le dire ainsi, essayer de supplier certaines personnalités. En Bambara, juste après sa déclaration en français. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je pense que vous savez que, comme Ibeka l'a dit, parce que le terme ça existait, mais beaucoup de Maliens l'ont découvert à travers Ibeka, dur à l'ex, c'est l'ex. La loi elle est dure, mais elle reste encore la loi. Et la loi doit s'appliquer. On n'a pas besoin de supplier qui que ce soit, que cette personne soit militaire de haut rang, que cette personne soit dans la fonction publique de haut rang, que cette personne soit un Richard du pays. On n'a pas à supplier un individu pour que la personne se conforme au texte juridique. Ibou, aussi concernant toujours cette thématique, il y a ce qu'on appelle le permis de conduire va être changé, ainsi que la carte grise. Ça sera de quel Oui, motif? bien sûr, il va y avoir un permis de conduire biométrique, et puis la carte grise, elle sera biométrique aussi. Ils veulent tout changer en fait, parce que la carte grise, il n'y a pas de plaques sans carte grise. C'est ce que peut-être certains oublient, c'est que quand on parle de carte grise, c'est la plaque. C'est la raison pour laquelle quand on change la carte grise tous les 5 ans, ce que les Maliens ne font pas, parce que la durée de la carte grise c'est 5 ans. Beaucoup de gens circulent aujourd'hui avec les cartes grises qui ont dépassé 5 ans déjà, et la police ne vous arrête pas aussi pour avoir dépassé les délais. Donc, raison pour laquelle quand on change la carte grise, systématiquement, on change aussi les plaques. Sinon, on aurait pu changer la carte grise et puis garder les mêmes plaques. Voilà, mais non, c'est ça, en fait, c'est le tout. Donc, c'est du biométrique. Mais juste, je voulais intervenir par rapport à 2 choses que Lamine a eu à dire. Par rapport, d'abord, concernant le fait que l'État veuille renflouer les caisses. Bon, moi, j'ai vu beaucoup de réactions sur ça, par rapport à cela. Et pas Lamine, mais certains semblent en faire un crime. Je le répète encore, pas Lamine. Pas lui. C'est pas un crime. Voilà, je voulais intervenir sur ça, parce que j'avais un peu oublié. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, certains ont voulu dire « Ah non, mais c'est pas possible, c'est quelle histoire de dépenses encore qui va se faire ?» Bon, je me suis dit que c'est aussi dans le rôle de l'État de chercher à avoir de l'argent. Parce que tous les États du monde ont besoin d'argent. Donc moi, j'ai trouvé cela normal quand même. Mais il y a un point qu'il a eu à dire qui est très important. Quand tu leur as demandé si le prix si le prix n'avait pas changé. Bon, en principe, le prix n'a pas changé. Ils ont dit que c'est 6 000 francs par plaque. Donc c'est 6 x 2, 12, n'est-ce pas? Généralement, c'est 12 000 francs. Et en principe, ça n'a pas changé. C'est ce que le directeur a dit. Mais dernièrement, la fois dernière, on a vu quelqu'un qui visiblement a été à l'ONT pour changer ses plaques, etc. En tout cas, il a posté sur Facebook. Il a dit clairement que lui, il est parti à l'ONT, qu'il a changé ses plaques et que déjà, il a souffert du rang qu'il y avait. Il y avait un rang fou.
Et il a dit que le rang là, c'était un rang destructeur, pardon. Il y avait un grand rang. Ça, c'est un. Il voulait qu'il y ait un deuxième guichet, troisième, quatrième guichet. C'est un. Il s'est plaint de ça. Et il a dit que lui, il a payé 32 000 francs. 32 000 francs. 32 000 Oui, francs. ça concerne tous les processus. Je pense que j'ai vu les 32 000 là. Ça, voilà. C'est tous les processus y compris. Voilà. Bon, maintenant, ce serait bien. Depuis qu'il a annoncé qu'il a payé 32 000 francs, les gens se sont dit, bon, je paye mes plaques. Le directeur général dit que les choses ne changent pas. Donc, les gens s'attendent à 12 000 francs pour les plaques. Maintenant, pour la carte grise, je ne sais pas combien une carte grise va coûter. Je ne sais pas. Certainement, c'est des prix tibilés. Mais il faut que, malheureusement, on n'a pas eu de retour de la part des autorités, notamment ceux qui sont en charge de cela. Parce que quand vous voyez un poste comme ça, où le directeur est sorti pour dire non, rien n'a changé, c'est 12 000 francs que vous payez, si vous voyez que la personne s'est trompée ou bien il y a d'autres détails à donner, je pense qu'il faut sortir rapidement pour dire attention, nous avons vu comme vous sur les réseaux sociaux que quelqu'un a dit qu'il a payé 32 000 francs. Mais nous, en fait, on vous dit que c'est ça le montant fixe. C'est quand même important qu'ils essayent d'éclairer les gens. Ok, merci. Lamine, nous allons passer rapidement à la centrale solaire. Oui, juste ce point. Je ne connais pas trop les détails. Mais je pense qu'il y a Ami Baba Sissé qui est un journaliste. Je dirais que c'est l'un des journalistes d'investigation. Je pense que le problème lui avait été posé par d'autres internautes. Donc lui, je pense qu'il est pris en tous les processus, cartes grises, plaques confondues, le tout ça fait 32 500, même dans l'ancien système. Mais je ne connais pas trop les petits détails, mais peut-être le monsieur, s'il se fie au niveau de la plaque qui est 6 000 x 2, là peut-être maintenant par rapport à la carte grise c'est 32 000. Le prix ça pas... Ah c'est 32 000 alors. Oui. Maintenant pour ceux qui pensent que le fait que l'État cherche à gagner de l'argent, il faut qu'ils comprennent quelque chose qui est très important. L'État est une personne morale. Et toute personne, comme ici, Infosource, c'est une personne morale. D'autres entreprises, c'est des personnes morales. Juridiquement parlant. On comprend. Maintenant, toutes les personnes morales ont le droit de chercher de l'argent parce que l'État, il faut qu'il vous l'a déjà dit, le temps nous est imparti. Ouais. Sinon, c'est pas sur la page ABC que j'ai vu ça. C'est un autre. Nous allons clore ce chapitre. S'il vous plaît, nous allons clore ce chapitre. Lamine, rapidement, les centrales solaires, notamment celle de Sanakoroba, nous avons vu au moment où le ministre, ainsi accompagné de plusieurs membres du gouvernement, avait annoncé que dans 4 mois, on aura les premiers effets de cette production. Il y a plus de 4 mois. Voilà, on ne voit pas d'effet. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous savez, Moussa, les promesses arrangent seulement que ceux qui croient aux promesses. Voilà. Maintenant, il y a les dits et les non-dits. Lorsque la première pose du centrale solaire de Sanangoroba a été posée, je pense que c'était au mois de mai, je pense bien le 24 mai, approximativement, c'était le 24 mai, le ministre en charge de l'énergie a déclaré que dans 4 mois, il y aura les premières injections dans les réseaux issus de la nouvelle centrale solaire de Sanangoroba. Maintenant, Novawind, qui est la société qui est en charge de faire le travail technique sur le terrain, le représentant a dit que dans quelques mois, nos équipements seront là. Donc moi, je me suis dit en bon français, si c'est 2 mois, la précision allait y être. Maintenant, au-delà de 2 mois en français, on sera obligé de dire dans quelques mois. Donc, dans quelques mois, dès ce jour-là, quand moi j'ai attendu ces 2 versions, je me suis dit, attention, soit le ministre en charge de l'UDM, de l'énergie, n'a pas capté tous les paramètres, soit justement elle essaie de vendre un rêve aux Maliens, alors que les Maliens ne dorment pas, ils sont éveillés. Parce qu'il y a 2 sortes de rêves. Il y a un rêve qu'on fait quand on dort, il y a un autre rêve qu'on fait étant éveillé qui ressemble plus à de l'utopie. Maintenant, par la suite, les 4 mois étant arrivés à terme, maintenant les gens se disent, mais attendez, on n'a plus de courant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, quand il y a le ministre des Finances qui était de l'autre côté en Russie, je pense bien, c'était à Dubaï, en Russie plutôt, en Russie, lors des journaux télévisés du Loratium, le ministre Sanu est sorti pour dire que, bon, maintenant, les contrats est en cours de validation. Quel contrat? La centrale solaire de Sanangoroba. Cette même centrale dont le ministre nous avait promis 4 mois pour qu'on puisse bénéficier des retombées de cette centrale-là. Bon, maintenant, ça nous dit que c'est juste les documents juridiques du terrain. C'est-à-dire qu'il faut de l'espace pour mettre le truc. C'est ces documents juridiques qui ont été établis. Maintenant, valider les contrats, combien de temps Novawind à travers... Novawind qui est une branche de Rosatom. Rosatom, c'est un groupe.
peut-être le contrat est en cours de validité. Donc, ce qui veut dire qu'au mois de mai passé, il n'y avait pas de contrat. Il n'y avait pas de contrat dûment signé qui disait que les travaux allaient commencer tel moment. Et ça nous a même ajouté que les travaux vont commencer incessamment. Pour ne pas donner une date fixe, lui, il a été très prudent. Précis. Maintenant, par rapport au ministre de l'EDEM, je pense que aujourd'hui, moi, je me pose la question. Je me pose la question sur sa capacité à pouvoir faire face à la crise énergétique que le Mali vit aujourd'hui. Et moi, de façon personnelle, je me dis que le ministre elle a échoué sur tous les plans. C'est pas une première promesse, il y a eu beaucoup de promesses. À chaque promesse tenue faite par le ministre en charge de l'énergie, après les gens se rendent compte que c'était de la poudre de perlimpinpin. Ok, merci. Ibou, rapidement, nous avons suivi voilà tous cette nouvelle qui a été annoncée par le ministre en charge de l'énergie et de l'eau. Et voilà donc dans 4 mois qu'on aura commencé à bénéficier des premiers effets de cette... Les premiers kilowatts. Voilà, kilowatts, ça c'est un terme technique, les premiers kilowatts. Alors dites-nous, vous en savez un peu. Oui, bon, en fait, c'est dérangeant, c'est extrêmement dérangeant parce que c'est une promesse qu'elle a prise. Elle l'a dit. Les médias, c'est ça. Quand on parle, quand on annonce quelque chose, les gens, ils attendent. Et lorsque la date, elle arrive, et que ça ne se réalise pas, les gens vont se dire « Ah, ben écoutez, vous aviez promis cela, vous avez dit ça. » Donc, on sent qu'il n'y a pas une grande maîtrise, en fait. Et moi, ce que moi je voulais faire, c'est une proposition. Je voulais faire une proposition. Voilà. Moi, je pense que lorsqu'on a des problèmes énergétiques de ce niveau, à mon avis, il faut mettre en place, si c'est moi, j'allais mettre en place une commission d'experts, mais de très hauts experts. Et pas forcément les experts uniquement du Mali, mais de très hauts experts. Je mets une commission d'une quinzaine, une vingtaine de personnes, mais des gens très chevronnés, des experts vraiment en énergie. Et je les fais accompagner, Madame le ministre, lors de ses voyages. Et notamment avec une délégation forcée de EDM aussi. EDM va me fournir de très grands experts. J'ai ma commission qui est là, une commission nationale qui va s'occuper de cela, qui va piloter carrément cela, qui va piloter le problème de la crise énergétique jusqu'à en sortir. Et une fois qu'on sort de cette crise maintenant, qu'on réalise les projets, les différents projets, les panneaux solaires, etc., cette commission, elle est éteinte, elle disparaît. Comme ça, la ministre, elle va continuer dans son ministère, elle va faire ce qu'elle a à faire, et la commission va faire le terrain. Ce sont les experts qui connaissent. Et parmi eux, il y a un président. Tout comme on a pris une commission pour la commission dernièrement, pour le DIM, le dialogue intermalien. On n'est pas parti chercher des gens au ministère de la Réconciliation, des gens ici, non. Le président a mis une commission directement. C'est des gens qui s'y connaissent. Ils ont travaillé, ils ont évolué et ils font des comptes rendus directement au président. Ils ont évolué et on est sorti de cela. Moi, c'est un truc comme ça que moi je voyais. Ces experts maintenant, ils vont en Russie. Ils viennent. C'est des gens qui ont utilisé l'atome, qui ont utilisé la physique nucléaire. C'est des gens qui connaissent l'énergie. Ils vont discuter avec des gens avec lesquels ils connaissent. Ils ont fait les mêmes écoles. Voilà, leurs homologues. Quand vous prenez un docteur en physique nucléaire malien ou bien des agrégés en énergie électrique, quand vous les amenez en Russie, dans la commission, ils vont faire ce qu'il faut. Comme ça, ils vont faire des comptes rendus à la ministre. Madame la ministre, même quand ils vont voyager ensemble, ils vont faire les points de vue, les points à la ministre. Ah, Madame la ministre, ils ont dit ça, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Et là, elle, à chaque fois qu'elle sort, elle ne va pas faire d'erreur. Parce que c'est des experts qui s'y connaissent. Alors moi, je pense qu'il y a ça qui manque beaucoup. C'est ce qui fait qu'il y a des petites erreurs. Même l'autre jour, je l'ai dit en Bambara ici, il y a un journal qui s'est amusé l'autre jour à égrener tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle a annoncé mais qui ne s'est pas réalisé. Un journal de la place, ils ont commencé à écrire point 1, point 2, point 3, point 4. Et ça, je crois que ça va être un autre point de plus. Ok, merci beaucoup. Nous allons passer à une autre thématique. Lamine Siby, Dany de Paris, est considéré comme influenceur. Dans le jargon populaire ici au Mali, on dit vidéoman. La sentence est tombée. Venir au Mali pour visiter les parents. Après avoir passé de longs séjours, il a été condamné 1 an. 1 an de prison. Ferme. Bon, c'est dommage, c'est très dommage pour Adama Konaté, je pense que c'est comme ça, c'est vrai, non? Adama Konaté, mais Dany de Paris, c'est vraiment très très dommage
Parce que souvent, c'est ça le danger un peu des réseaux sociaux. C'est-à-dire les réseaux sociaux, ça peut faire du bien comme ça peut faire du mal. Ça peut nuire, c'est-à-dire tu peux l'utiliser à nuire à d'autres, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours le retour du bâton qu'il faut attendre. Parce que quand vous nuisez aux gens, peut-être il faut s'attendre que demain, il y a le karma. Bon, c'est pas pour dire que ce qui lui est arrivé, c'est pas bien, parce que moi, même mon pire ennemi, je vais pas souhaiter la prison à mon pire ennemi. La personne que je déteste le plus au monde, s'il doit rentrer en prison parce que c'est à cause de moi, je dirais non, il faut le laisser partir à la maison. Moi, je pense que 1 an, déjà, c'est... Bon, la justice a décidé, mais moi, de mon point de vue, on pourrait revoir un peu cela, peut-être avec en 6 mois, et puis 3 mois de prison, 3 mois avec sursis, vu que c'est un compatriote quand même qui ne vit pas au Mali, qui vit de l'autre côté en France. Il est parti en France parce que c'est pas que la ville de Paris ou bien la ville de Marseille est belle, mais c'est pour aller aider un peu la famille qui est là. Parce que Dani seul, il y a beaucoup de personnes qui vivent à travers ces efforts qu'ils fournissent de l'autre côté. Cela n'explique pas, je ne sais pas d'expliquer que voilà, ce qu'il a fait aux autres, ils ont tout à fait le droit de porter plainte. Mais moi, peut-être on pouvait voir entre nous Maliens, parce que Dani même, il avait présenté des excuses avant même qu'il ne soit au Mali. Et même en venant au Mali, il savait très bien ce qu'il attendait, mais il était venu pour qu'on puisse trouver un terrain d'attente en frères, entre frères et sœurs, pour pouvoir effacer ce qui s'est passé hier. Bon, nous en appelons peut-être ces avocats pour voir par la suite s'ils peuvent aller au niveau de la cour d'appel, plaider un peu pour qu'au moins la peine puisse être réduite en sursis au lieu de 1 an, que ça soit au moins 6 mois avec sursis au bout de 3 mois, parce qu'il bénéficie d'un séjour, on ne sait pas quelle est la date de validité de son séjour. Si une fois la date n'est pas trop longue, ça peut le nuire. Ok, merci. Ibou, est-ce qu'il y a-t-il des moyens de recours pour lui? Bon, je pense, parce que Lamine, qui a quand même étudié le droit, oui, nous a guidé un peu, il dit que c'est possible d'aller à la cour d'appel. Bon, moi, je pense que tous les moyens de recours sont bons pour que ce jeune homme ne puisse pas voir ses papiers périmés étant ici au Mali. Parce que comme il a dit, quand même, c'est quelqu'un qui vit en France. C'est vrai, il a fait les erreurs. Je pense que s'ils se sont compris à un moment donné, ils peuvent essayer de voir comment ils peuvent faire pour que quand même ces papiers ne se périment pas. Parce que moi, c'est surtout ça, moi, qui me choque un petit peu. Parce que j'ai écouté ceux qui ont été là-bas. Ceux qui ont été là-bas, qui ont assisté au jugement, visiblement, il n'y avait pratiquement personne face à lui. C'est ce que ceux qui ont été là-bas ont dit. Lui à la barre. Voilà. Voir, parce que je pense que les services contentieux de l'État doivent être sur place. Voilà, parce que... Non, pas forcément, si c'est l'État qui a porté plainte en ce moment. Oui, parce que l'infraction, on dit que l'infraction, c'est par rapport à l'État, les insultes qu'il a portées. Si on s'en tient au propos de Boumabel, c'est qu'il a Voilà, parce que en fait, je ne sais pas qui était face à lui, parce qu'il y a des gens, et lui, ils se sont insultés. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il a insulté des gens, il y a des gens qui l'ont insulté aussi. Et puis, bon, mais ces gens n'étaient pas là. Certains d'entre eux n'étaient pas là, je crois. Je ne sais pas comment ça s'est passé par rapport à cela. Bon, par rapport à l'État aussi, on a écouté Boumabel qui représente en fait les médias sociaux là-bas. Il est parti, il a assisté au truc. Il a dit que, bon, côté État, je crois que il n'y avait pas le contentieux de l'État aussi, je crois. Oui, mais quand même, la poursuite est là. Le procureur, il a le droit de poursuivre. Mais j'ai cru comprendre que le procureur lui-même, à un moment donné, dans son plaidoyer, je crois que le procureur même avait dit, c'est ce que Boumabel a dit, hein, quand même, il a dit que le procureur a dit que, bon, voilà, en fait, lui, quand même, il pense que le jeune homme est venu de lui-même. Il aurait pu rester en France, hein, il aurait pu rester ailleurs, mais il est venu de lui-même. Et puis, je crois que le procureur a fait sa proposition, mais le tribunal a tranché. Et voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ne peuvent voir que les moyens de recours. Ils peuvent voir que les moyens de recours. Allez, si ça s'est passé en première instance, ils peuvent aller à la cour d'appel. Arriver là-bas, il ne faut pas que ça s'aggrave. Il ne faut pas que ça s'aggrave à la cour d'appel. Si il y a un moyen quand même peut-être de trouver un terrain d'entente, là, ce serait quand même bien. Tout ça pour que quand même ces papiers ne se périment pas, parce que une fois que ces papiers sont fichus, bon, là, c'est foutu pour lui, quoi. Ok, nous allons toujours rester avec vous. La situation à Tézantoulaten, l'armée ne s'est pas prononcée, mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, on a appris sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Hein, tout le monde a appris que l'armée, quand même, a l'intention de reprendre Tézantoulaten. Tout le monde a appris cela. Et puisque l'armée n'a rien dit, on ne sait pas comment ça se passe sur le terrain. Mais je suis convaincu quand même d'une chose, c'est que ça ne va pas rester comme ça. La France sera lavée. Le fait que le 27 juillet passé, la patrouille elle a été attaquée et qu'on n'a pas pu finalement prendre Tézantoulaten, je pense que
dans les jours, dans les semaines qui vont suivre, ça va être décisif, quoi. C'est sûr qu'on va récupérer Tazawatène et récupérer aussi les mines d'or qu'il y a là-bas pour en faire ce qu'on veut, au lieu de laisser ces mines-là comme ça, les gens, la population comme ça. À ciel ouvert. Voilà, à ciel ouvert, les gens, ils vont, ils prennent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Je crois que ça va bien se passer. Lamine, rapidement, la situation à Tazawatène. Je salue d'abord le silence des autorités militaires. Et pourquoi? Vous savez que le front, les théâtres de l'opération, ça c'est des informations secrètes. Il ne faudrait pas tout dire, tout déballer sur les réseaux, tout déballer partout. C'est ça, quand un militaire, quand il sort, c'est après que l'objectif pour lequel il y a une cohorte de militaires qui s'est déplacée ait été atteinte, ou bien peut-être a échoué. C'est-à-dire la cohorte a échoué. En ce moment, on peut sortir avec l'information. Parce qu'avant, même si les militaires devraient quitter Boulkasombougou pour Djelbougou, depuis le départ, c'était déjà sur les réseaux que les militaires sont en mouvement. Donc maintenant, l'ennemi qui est de l'autre côté sera obligé de se préparer en conséquence. Mais maintenant, même quand on essaie de voir, parce que moi, je me suis amusé un peu à sillonner un peu les gens aussi qui sont sur les réseaux sociaux de l'autre côté, les enfants perdus du Mali, qui se réclament de l'Azawad, je ne sais pas de quoi. Même eux-mêmes, ils disent que non, depuis là, il est dit que les militaires sont en train de venir. Où sont-ils? D'où viennent-ils? De où ils viennent? Là, j'ai compris qu'ils n'ont plus d'informations. Eux-mêmes, ils sont perdus. Et là, c'est comme ça la stratégie militaire. Il ne faut pas tout déballer. Et mon souhait le plus ardent, c'est que nos militaires puissent acquérir le contrôle de Tenzawatène, comme ça a été à Kidal. Et puis qu'ils continuent aussi, ce n'est pas seulement qu'à Tenzawatène, partout où il le faut. Parce que le fait que, parce qu'avant, tout était sur les réseaux par rapport aux militaires. On savait qu'est-ce qui se passait, il y avait ceci, il y avait cela. Mais maintenant, même les ennemis, c'est-à-dire les enfants perdus de la République, même eux-mêmes, quand tu regardes, avant ils étaient tellement sûrs, mais maintenant ils font des vidéos aussi. Quand vous regardez, ils ne détiennent plus d'informations. Okay. Bonne chance aux gars que la victoire soit malienne. De Bamako, nous allons nous rendre à Lomé où Guy Marius Sagna s'est fait attaquer, le doublement de député. Ouais. Et aussi, qu'est-ce que vous en pensez de cette agression? Nous savons que voilà, donc c'est un panafricain fait. Non, je pense que en fait, le fait même qu'il soit panafricain, ça, c'est pas aussi important que ça. C'est bien, mais c'est pas aussi important que ça. Mais c'est que un individu, qui soit panafricain ou pas, ne doit pas se faire agresser comme ça. De surcroît, il est doublement député, comme tu viens de le dire, député au Sénégal, député aussi de la CEDEAO. Il va à Lomé, dans un pays frère. Il va au Togo, un pays frère, dans la capitale togolaise, à Lomé. Et ils sont dans une salle, on vient, on l'agresse. Et lui et d'autres personnes, c'est pas sérieux. Hein? Et puis surtout que j'ai entendu des témoignages. Moi. Des témoignages où il y a des gens qui disent que les policiers étaient là. Les policiers et les gendarmes étaient là. Je crois que c'est des policiers ou des gendarmes. L'un des deux corps était là. Il y avait quand même les corps habillés. Ils étaient là, des hommes en uniforme. Ils étaient là, ils n'ont rien fait. Ils ont laissé les gars agresser. J'ai vu ces témoignages-là. C'est vraiment grave, quoi, parce que d'autant plus que ils disent que c'est parce que M. Sagna, Guy Marius Sagna, a critiqué le président togolais. Parce qu'il a l'habitude de critiquer le Togo, parce que, comme vous le savez, au Togo, le président togolais est venu à la suite du décès de son père. Son père était au pouvoir, son père est parti, lui aussi il est venu. Le Togo est devenu comme un royaume, ou bien c'est une monarchie. Peut-être Lamine va m'expliquer la différence qu'il y a entre les deux. Bon, maintenant, le Togo est visiblement dirigé par une dictature. C'est ce que beaucoup de Togolais nous disent. Voilà. Moi, je n'ai pas été au Togo. Je n'ai pas beaucoup d'informations par rapport à ce qui se passe là-bas. Mais je sais quand même qu'il y a des gens qui avaient manifesté 1 à 2 fois. On les a matés, tabassés dur, tabassés très sérieusement. Mais beaucoup de Togolais sont avec nous sur des groupes Telegram, des groupes WhatsApp. Ils nous contactent, ils nous disent que notre pays est dirigé par une dictature. Pourquoi? Les gens ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ici, ils ne font pas attention. Le dictateur les terrasse. C'est ce que les gens disent. Bon, je crois que c'est une occasion de montrer que ce n'est pas le cas. Le président togolais peut montrer, les autorités togolaises peuvent montrer que ce n'est pas le cas. Parce que même Guy Marius Sagna est en train d'accuser les autorités togolaises par rapport à cette agression-là. Ouais, c'est assez grave. Moi, je trouve que c'est très grave. Et il ne faut pas que des choses comme ça se répètent. Ce n'est pas du tout bien. Lamine, il est sorti de son silence. Iboussi l'a dit au passage. Il accuse même de façon indirecte les autorités togolaises face à ce silence. Bon, cette accusation prend d'abord source
il y a quelques mois de cela, il y a un rapport qui est fuité, peut-être disons cela, un rapport dans lequel il y a 11 personnalités africaines, appelées des panafricanistes, qui ont été à la base du basculement de la France-Afrique en Afrique. Donc là, il y a le nom de Guy-Marie Sagna qui est dessus. Et dans les rapports, c'est clairement indiqué que toutes ces personnes-là doivent être détruites. Maintenant, détruites par quel moyen? Est-ce que c'est l'élimination physique? Est-ce que c'est l'isolation politique? Ou bien qu'est-ce qu'il faut que ça se fasse? Et on sait que la France-Afrique est un système qui est un système criminel. C'est-à-dire, si vous êtes sur leur chemin, s'ils ne parviennent pas à vous amadouer, c'est qu'il faut vous attendre au pire. Et c'est ce qui fait que lorsqu'il est sorti de son silence, il a clairement dit que est-ce que vous allez les laisser m'assassiner? Il a dit, parce que c'est leur objectif de lui l'assassiner. Par exemple, quand il y a un truc qui est dans un papier, après par la suite, tu es agressé dans un pays où tu es censé être protégé, et surtout quand tu parles là-bas en tant que parlement de la CEDEAO, député de la CEDEAO. Et un député de la CEDEAO est censé représenter tous les pays qui sont dans la CEDEAO, sans exception. Ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas le Mali ne fait plus partie. Pour le moment, le Mali ne fait plus partie, d'après les autorités. Maintenant, tous les autres pays, quand tu parles là-bas, c'est comme un député togolais qui est là. Maintenant, ce qui est bien dans tout ça, c'est que, au moins, ceux qui doutaient un peu qu'au Togo, les gens vivent dans une démocratie, que les gens sont à l'aise là-bas, que tout baigne, comme les médias aiment le présenter, surtout les médias de l'autre côté, de l'Hexagone, aiment le présenter, ça montre déjà que le peuple togolais vit dans un enfer. Si c'est ça, c'est un député, un parlementaire de la CEDEAO qui est agressé. Imaginez juste un simple citoyen togolais qui veut faire quelque chose. Il y a beaucoup d'autres témoignages qui ont dit que même quand ils essaient d'organiser des trucs, ils sont bâtonnés, ils sont emprisonnés. Souvent, il y a des disparitions qui s'en vont avec. Maintenant, les autorités togolaises, est-ce qu'elles sont impliquées ou pas? Mais je pense quand même qu'il y a des responsabilités de chaque pays, de chaque région. C'est-à-dire ici, à Bamako, moi, je vais tenir une conférence de presse. Vu que j'en ai informé déjà les autorités, c'est aux autorités de moi me protéger. Soit de me dire que non, votre manifestation n'est pas autorisée. Maintenant, si je m'entête à le faire, s'il y a d'autres entités qui veulent venir m'agresser, les forces de sécurité ont l'obligation de me protéger. Okay. Même si j'ai enfreint la loi. Merci. Alors, de plus en plus, le Togo est très proche des pays de l'AES. Cela n'est pas bien observé par la population togolaise qui voit le pouvoir togolais comme un pouvoir dictatorial. Qu'est-ce que vous en pensiez de ce rapprochement et ce scepticisme qui nourrit la population? Bon, peut-être que je vais corriger un petit peu ce que tu as dit. Hein. Oui. En fait, c'est pas mal vu, c'est pas vu d'un mauvais œil de la part de toute la population togolaise. Il y a certaines personnes de la population togolaise qui voient d'un mauvais œil le fait que l'AES soit très proche du Togo. Certaines personnes. Oui. Mais on ne peut pas dire que c'est tous les Togolais. Non. Il y a des Togolais qui aiment bien. Mais il y en a effectivement qui voient cela d'un mauvais œil parce qu'eux, ils partent du principe que, c'est ce qu'ils disent, hein, ils partent du principe que pour eux, chez eux au Togo, le Togo est dirigé par une seule famille depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui. Bon, après la mort de Sylvanus Olympio, oui. Hein, donc après il y a Gnassingbé qui est venu, et le père Gnassingbé, et de là, après c'est les Gnassingbé qui sont toujours là. Et ces mêmes personnes-là pensent que c'est une dictature qui les dirige, ils pensent que les Togolais ne sont pas libres de manifester comme ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. Voilà. C'est ce qu'ils disent, c'est eux que ça engage. Mais maintenant, c'est eux maintenant qui disent, vous, dans l'AES, vous avez décidé de prendre votre liberté, vous êtes libre, vous avez arraché votre indépendance de la France, vous êtes en train de faire de grands projets. Bon, comment est-ce que vous, qui êtes contre les dictateurs, contre les idées dictatoriales, comment est-ce que vous pouvez être dans l'AES avec cet état d'esprit et aller vous mettre avec je m'excuse de le dire, c'est ce qu'ils pensent, un tyran qui tyrannise la population togolaise. C'est ce qu'ils disent. Bon, maintenant, nous, on leur explique, nous, on leur dit non, écoutez, déjà, dans l'AES, ce que moi j'ai cru comprendre, c'est que l'AES n'aime pas, les dirigeants de l'AES n'aiment pas l'ingérence. Ils n'aiment pas qu'on se mêle des affaires intérieures de leur pays. Et eux aussi, de retour, c'est normal, tu ne dois pas te mêler des affaires intérieures des autres pays. Voyez. Et puis, bon, il y a cet aspect déjà des choses qu'elle a. Donc, ça veut dire que même si
à un moment donné, les choses se passaient d'une certaine manière au Togo là-bas, s'il y a des répressions, peut-être à la limite, les dirigeants de l'AES peuvent en off appeler peut-être leur ami Faure Gnassingbé, leur dire non, écoutez, essayez de gérer un peu, essayez d'avoir un peu de tact, etc. Mais officiellement, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Lamine, il y a eu une attaque au Togo le 1er et le 2 octobre. Qu'est-ce que vous en pensiez? Est-ce que c'est cette crise qui se déplace vers le golfe de Guinée? C'était déjà prévisible parce que Jean Ziclé en 2011 avait annoncé à l'ONU même que juste après, c'est fait avant que Kadhafi ne tombe, que quand Kadhafi va tomber, que la guerre, le terrorisme va commencer de Libye jusqu'au golfe de Guinée, passant par le Mali, le Burundi. Pour nos internautes, c'est un agent de la France qui représentait la France au niveau de l'ONU. Il a dit de façon très claire, et il dit c'est pour 50 ans. C'est de la Libye jusqu'au golfe de Guinée. Maintenant, de passage, nous allons avoir... c'est quand le feu passe quelque part, même si ça ne te brûle pas, quand même, la respiration, tu vas sentir cela. Donc maintenant, partant de là, ce n'est pas des personnes qui parlent dans les néants. Il y a des personnes dans la hiérarchie occidentale, quand ils disent des choses, il faut prêter bonne oreille à ce qu'ils ont dit. Maintenant, le fait que le terrorisme se propage, on sait très bien que l'économie la plus juteuse n'est produite que lorsqu'il y a une crise. Il y a des crises, il y a des guerres, il y a le sang qui coule. Et ça va aller au-delà aussi. Parce que si lui, il le dit en 2011, avant la chute de Kadhafi, et qu'aujourd'hui, on voit que ça continue vers là-bas, on se dit, mais ce n'est pas fortuit. Maintenant, c'est aux différents pays de se réunir et puis de dire que le terrorisme n'a pas de visage. Le terrorisme n'a pas de nationalité. Le terrorisme, c'est fait juste seulement pour tuer. C'est du sang que le terrorisme vit. Et ceux qui aussi financent le terrorisme, parce que le terrorisme est financé, ce n'est pas caché, ceux qui financent le terrorisme aussi, et économiquement, c'est à ce moment-là où ils envoient leurs chiens sauvages attaquer un pays, qu'ils profitent de l'économie de ce pays-là. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas temps, moi je me dis, parce qu'il y a eu d'abord 19 morts, 9 militaires et puis 10 civils. Ça c'est trop déjà. Même si c'était une seule personne qui était décédée sur place, c'était vraiment de trop, surtout 19, c'est encore plus trop. Maintenant, ce que ma préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps que tous ces pays-là, au-delà de leurs divergences d'ingérence, de leurs divergences de gestion, de leurs différents pays, est-ce que ce ne serait pas mieux qu'on essaie de se donner la main, au moins que pour combattre le terrorisme? Bon, je ne dirais pas qu'ils viennent s'associer à l'AES. Le Togo l'a dit, il y a le ministre des Affaires togolais, lors du cadre permanent de la sécurité, tout récemment, il a le dire. Il dit qu'aujourd'hui, on ne peut pas lutter contre le terrorisme sans impliquer les pays de l'AES, aujourd'hui, qui se sont regroupés pour faire face à ce problème-là. Donc, si le Togo ne comprend pas que, je ne demande pas aux autorités togolaises de rentrer dans l'AES, mais d'essayer de combiner les efforts ensemble pour pouvoir faire face à ces fléaux. Et les autres pays aussi qui nous entourent. Qu'ils sachent qu'en Bambara, chez nous, on dit que ni Duntulu Bana, Sebeke Muntuluma. En bon français, c'est-à-dire l'huile destinée à la cuisine, s'il n'y en a plus, on sera obligé d'utiliser l'huile destinée à mettre sur la peau. C'est un proverbe Bambara de chez nous. Je pense que ceux qui auront bon cœur comprendront ce que je veux dire par là. Ok. Mais juste, moi je voulais dire que Lamine, le Togo est en train de le faire déjà. Parce que dernièrement, je ne sais pas, c'est le 11 du mois passé si je ne me trompe pas, le Togo et les pays de l'AES se sont réunis et ils ont fait de grands exercices au Niger. C'était à Tawa, je crois bien. Oui, je parle pas ils sont déjà, les armées sont en train de se mettre ensemble. Voilà, c'est déjà mais après, le Tchad aussi désire intégrer. Voilà, en fait, déjà, ils sont en train de faire une alliance militaire. Les pays de l'AES, les 3 pays de l'AES, et le Tchad et le Togo qui ne font pas partie de l'AES, mais c'est une alliance militaire. Voilà. Et comme Lamine l'a si bien dit, même s'ils ne rentrent pas dans l'AES, ils peuvent faire une alliance militaire, une bonne alliance militaire, pour permettre aux uns et aux autres de poursuivre l'autre sur son territoire, poursuivre l'ennemi, quoi. Et puis de se mettre ensemble pour que nous puissions faire face. Parce que, je vous dis, même si on se mettait tous ensemble aujourd'hui, même si on se mettait tous ensemble de bonne foi, c'est pas évident de combattre le terrorisme facilement comme ça. Parce que plus on se met... nos territoires sont très vastes. Il faut beaucoup de moyens. Et la guerre, ça engloutit beaucoup trop d'argent. Voilà. Et voilà, donc, nous, de l'Afrique, nous allons nous rendre au Proche-Orient, appelé par certains aussi Moyen-Orient.
Alors, Ibou, nous voyons qu'après le décès du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, l'Iran a promis une riposte. Nous avons vu que près de 200 missiles ont été destinés vers l'Israël ce dernier temps. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Juste avant de dire ce que je pense, d'abord, j'ai fait une grosse erreur tout à l'heure. Je n'ai pas, c'est-à-dire, je ne me suis pas incliné devant les décès des personnes décédées au Togo. Parce que de la manière dont le sujet est venu, on a parlé directement du Togo, mais il faut reconnaître que, voilà, il faut que les gens qui nous écoutent sachent qu'il y a eu une attaque terroriste au Togo, dans la nuit du 1er, entre le 1er et le 2 octobre. Et il y a eu à peu près combien de morts? 19 morts. Parmi les forces de défense et de sécurité et puis des civils. Et vraiment, on leur rend hommage et on leur souhaite beaucoup de courage à ce peuple togolais vaillant. Et puis, les autres pays du Golfe de Guinée doivent savoir, comme Lamine l'a si bien dit il y a un instant, quelqu'un l'avait dit, les renseignements français ont toujours dit que les gars vont se déplacer vers les pays du Golfe de Guinée. Et moi, en tout cas, je l'ai toujours dit, je dis, ceux qui vous ont dit qu'ils arrivent là, c'est eux qui sont en train de les envoyer là-bas. Les renseignements français qui vous disent qu'ils vont bientôt arriver chez vous là, dans les pays du Golfe de Guinée là, c'est eux qui vont les envoyer. Et ils vont continuer à aller. Ils vont les envoyer. Hein. Oui, voilà. Par rapport au Moyen-Orient, effectivement, il y a l'escalade, ça ne va pas du tout. Israël qui s'était fait attaquer au départ, qui s'était fait attaquer par les Palestiniens. Tout a commencé par cette attaque, l'attaque des Palestiniens qui ont attaqué, le Hamas qui a attaqué Israël. Israël, dans sa réplique, est en train de répliquer de manière disproportionnée. C'est un peu comme si toi, ta fille, elle vient, je sais pas quoi, elle te mettait une gifle sans faire exprès, ou bien elle te jetait une pierre à l'œil, et puis, ou bien même volontairement que ta fille te jette une pierre. Bon, oui, c'est vrai, c'est ta fille, tu viens, tu dis, on fait pas ça, tu lui mets une tape, et puis bon, et voilà. Mais tu vas pas lui mettre des coups de poing, et puis lui rentrer dedans, et puis jusqu'à... Non. Et en fait, il faut pas, comme je l'ai dit souvent, il faut pas vouloir tuer une mouche avec un fusil. On ne prend pas un fusil pour tuer une mouche. Il faut, c'est vrai, essayer de régler un peu le compte du Hamas, mais après, il faut faire les choses avec discernement. Il ne faut pas tuer tous les enfants que tu vois sur ton chemin. Il ne faut pas tuer toutes les femmes, il ne faut pas tuer tous les vieillards. C'est devenu grave. Bon, maintenant qu'ils ont fini avec la Palestine, ils sont en train de finir avec les Palestiniens. Bon, voilà, les Libanais, le Hamas qui est du côté du Liban aussi, ils ne sont pas contents. Eux aussi, ils sont rentrés dans les combats et ils sont en train de bombarder le Liban. Ils veulent prendre peut-être une partie du Liban, peut-être ils vont essayer de le faire. Et après, tout le monde sait que c'est le tour de l'Iran. Parce que la puissance dans cette région-là qui s'oppose à l'Israël et qui est même dangereuse pour Israël, c'est l'Iran. Après le Liban, ils vont aller en Israël, ils vont aller au Liban, et ils vont aller en Iran. Et c'est pour ça que les Iraniens, ils se sont défendus dernièrement, ils ont tiré beaucoup de missiles. Mais contrairement à ce que les grands médias, les médias grand public nous disent, c'est quand vous suivez France 24, LCI, et puis CNN, etc., ou bien je ne sais pas qui ça, ils vont te dire non, il n'y a rien eu. On a suivi Joe Biden qui dit non, que ça a été un échec. La plupart ont été interceptés par le dôme de fer. Le dôme de fer qui est la protection. Oui. Voilà. Donc, non, qu'il n'y a rien eu. Mais moi, j'ai écouté des gens qui font les mêmes types d'émissions que nous, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et eux, c'est des journalistes citoyens qui ont des gens sur le terrain. Ils ont des gens qui ont filmé sur le terrain ce qui s'est passé. Et je vous dis que franchement, ils ont quand même leurs missiles. Ils ont envoyé très peu de missiles par rapport à la toute première fois quand ils ont envoyé au moins 300-400 missiles. Cette fois-ci, c'est moins de missiles, mais ça a été plus efficace. Ça a atteint beaucoup d'objectifs. Les bases militaires ont été visées. Bon, en tout cas, ça a atteint les objectifs militaires et d'autres objectifs, mais qui ne sont pas civils. Ils ont pris le soin d'éviter cela, comme pour dire, bon, écoutez, on peut aller au-delà de cela. Et lorsqu'on a vu Benjamin Netanyahou courir, aller vers son bunker, il partait. Parce que quand on a vu courir, bon, au départ, on pensait que c'était quelqu'un, un comédien, qui s'était fait passer pour Benjamin Netanyahou. Mais après, on a vérifié avec ces journalistes citoyens du monde qui ont de vraies informations, qui disent non, c'est lui qui courait vers son bunker. Parce que là-bas, le Premier ministre, quand il y a des dangers, il y a un danger, il faut rapidement qu'il aille dans son bunker, il courait. Et ils ont même trouvé cela très honteux et très choquant, en fait, de voir que c'est lui qui a déclenché cela. Et lorsqu'il y a des missiles qui tombent, il fuit. Lamine, rapidement, nous avons appris qu'après le décès de Hassan Nasrallah, qu'il y a eu un autre chef qui l'a remplacé, qui est décédé. Est-ce que l'information est-elle réelle? Bon, ce qui est sûr quand même, Israël confirme et puis reconfirme que Safi Eddine qui devait remplacer Hassan Nasrallah, qu'il est décédé. Bon, il y a Reuters. Oui, il a été tué lors du bombardement de Beyrouth. Bon, il y a Reuters qui a essayé
de pister un peu l'information. Ils disent que depuis le vendredi passé, il n'y a plus de nouvelles de Safieddine. Bon, des sources militaires et puis d'autres sources aussi au niveau du Hezbollah. Et l'État dit qu'il lui a été confirmé qu'effectivement, il a été touché. Bon, maintenant, on essaie d'attendre. C'est comme le cas Hassan Nasrallah, quand l'Israël sortait, il y a eu 24 heures, quand Israël se disait, il a été éliminé, il a été tué, il y avait le silence radio de l'autre côté du Hezbollah. Personne n'en parlait. Et finalement, le Hezbollah a fait un communiqué pour confirmer cette information. Bon, pour dire simplement que Israël, n'oubliez pas que Israël a le service secret le plus performant au monde. Oui, le plus performant au monde. Y compris les États-Unis. Je dis le plus, même les États-Unis se servent des renseignements de l'Israël. Vous pensez pourquoi les États-Unis protègent l'Israël? Il faut se poser la question. Les bombes atomiques, les bombes chimiques à la base, c'est des juifs d'Israël. Qu'est-ce que les États-Unis vont défendre? Pourquoi les États-Unis vont défendre Israël? Qu'est-ce qu'Israël a proposé si ce n'est pas la matière grise dans la tête? Maintenant, ce qui se passe, la dernière fois, on en avait parlé, j'avais dit que si, après la Palestine, après le Liban, il y aura l'Iran, il y aura une bonne partie de l'Arabie Saoudite aussi. Parce que le projet de l'Israël, l'État religieux Israël, parce que c'est un État religieux, l'État religieux Israël, c'est presque la grande majorité de la péninsule des pays arabes. C'est ce dont l'Israël a besoin. Et ça va être à tour de rôle. Bon, maintenant, les États-Unis disent, ils mettent l'Iran en garde, si toutefois l'Iran touche des sites sécuritaires, ainsi de suite, mais qu'ils comprennent juste une chose. La dernière tentative que l'Iran a fait sur Israël, c'est juste un message. C'était juste un message. Trois sites stratégiques militaires. Et à 1 kilomètre du centrale nucléaire de l'Israël. C'est-à-dire quand ils visent 1 kilomètre, c'est fait exprès. Parce que le dôme de fer, d'abord l'Iran s'est dit, bon, le dôme de fer, en avril, ils ont lancé des missiles. Toutes les missiles ont été interceptés. Maintenant, cette fois-ci, l'Iran s'est dit, bon, ok, on va faire autrement. D'après eux-mêmes, leur chef de guerre dit que non, il n'y a pas d'autre système. Il faut d'abord brouiller, c'est-à-dire saturer le dôme de fer de l'Israël. Et une fois que c'est saturé, c'est avec des missiles aussi spécifiquement conçus pour. Des missiles qui sont appelés les Fatah. Fatah, c'est comme le Victory, la victoire, la gloire, tout ce que tu veux. Le Fatah de la Palestine, de Mahmoud Abbas. Voilà. Donc, c'est un peu la même chose. Maintenant, ça va continuer. Le sang va couler. Parce que Israël aussi ne va pas se laisser faire. Même si, au niveau de l'Iran, l'Iran dit, si vous ripostez, nous allons faire pire. Et ce qui est sûr et certain, c'est que Israël va riposter. J'ai écouté un érudit juif qui disait que non, ça c'est de bonne guerre. Parce que Israël va riposter, l'Iran va anéantir l'Israël et les États-Unis vont venir les anéantir un à un. Et en ce moment, ils n'auront plus d'ennemis devant eux. Donc ils sont prêts aujourd'hui à sacrifier les millions d'Israéliens pour pouvoir à ce que les États-Unis viennent rentrer dans le jeu. Et les États-Unis venant ne va pas venir seuls, ils vont venir avec tous les autres, l'OTAN et puis tout ce qui va avec. Alors, le président turc Erdogan appelle à une coalition arabe pour faire face à l'Israël. Lui, je l'aime bien. J'aime bien Erdogan parce qu'Erdogan, il est direct, quoi. Erdogan, il a toujours dit que bon, il fallait se battre en fait, quoi. Mais bon, une fois je suivais une analyse de certains journalistes du monde, des journalistes des libres penseurs qui ont fait savoir que tous les pays arabes qui sont dans la zone n'agissent pas parce qu'ils ont été intéressés d'une manière ou d'une autre par les États-Unis. Ils ont dit que le Maroc n'intervient pas parce que le Maroc, on est en train de leur donner le Sahara marocain. Alors on leur dit, bon, écoutez, on vous donne ça et puis donc vous mettez avec les Émirats Arabes Unis et puis vous soutenez Israël et il n'y a pas de... Vous fermez les yeux sur ce qui se passe. Ils ont dit que bon, il y a quel pays encore? Donc, ils ont pris les pays un à un. Ils ont pris il y a l'Arabie Saoudite qui ferme les yeux parce que bon, c'est les États-Unis qui assurent leur protection. Donc vous assurez votre protection au cas où il y a quelque chose. Et puis voilà. Donc ils ont pris un à un, les pays arabes. Et la Jordanie qui ne fait rien aussi. Et d'ailleurs qui même intercepte certains missiles qui quittent l'Iran pour aller en Israël. Parce qu'il faut passer par-dessus la Jordanie. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de laisser ou bien d'aller défendre les pays arabes qui souffrent, eux-mêmes, ils interceptent les missiles et puis ils les font les descendre. Du coup, quand ils ont présenté ce tableau-là,
Bon, moi, j'ai compris que bon, les pays arabes, il ne faut pas attendre quelque chose d'eux, quoi. Il ne faut pas attendre qu'ils aillent faire quelque chose. J'aurais aimé peut-être voir l'Algérie aller défendre la Palestine, puisque l'Algérie, ils ont changé leur constitution depuis 2021. Maintenant, leurs militaires peuvent quitter le pays pour aller faire la guerre. Ce serait bien qu'ils aillent, puisqu'ils soutiennent bien ces gens-là. Et ce serait bien qu'ils aillent s'essayer là-bas, voir éventuellement si ils peuvent faire quelque chose. Je pense que le président algérien a dit que si toutefois l'Égypte lui cède une partie de son territoire, elle ira faire cette guerre. Et non, je crois que l'Égypte, l'Algérie, tous ces pays-là, je crois qu'aucun d'eux ne va prendre le risque d'aller attaquer Israël. Parce qu'ils ont peur, en fait. Ils ont peur. Ils ont peur des États-Unis. Ils ont peur du grand frère. Ils ont peur des États-Unis. Le grand frère costaud. Le grand frère des États-Unis qui sont derrière, ils ont peur. Ok, on voit bien. Donc, je pense que... Peut-être juste un petit truc là, une petite correction par rapport à Jean Zeglé. J'avais dit français, mais il est suisse. Il est suisse. Il est suisse. Il n'est pas franco-suisse. Peut-être qu'il est franco aussi. Voilà. Après avoir vérifié, vous avez... Voilà, j'ai vérifié, il est suisse. Il dit que les terroristes vont quitter de la Libye jusqu'à la golfe de Guinée. Et tout ça, c'est mascaradé par la mafia mondialisée. Ah oui. C'est une précision de détail. Non, mais c'est bien d'avoir dit. Mais le patron de la DGSE française l'avait dit. Ouais. Il y a de cela 2 ans. Le patron des services extérieurs ou bien services secrets français, je ne sais pas quoi, ils avaient averti les pays du Sahel. Et tout le monde, ils disent que non, que la menace terroriste est en train d'aller vers les pays du Sahel. Je me rappelle à l'époque, on a tous fait des émissions. Vers les pays du Golfe. Vers les pays du Golfe de Guinée. Ils ont dit que ça se déplace. C'est un plan qui est là. C'est pour 50 ans d'après Jean Zeglé. Il dit pendant 50 ans, le projet sera là. C'est-à-dire, l'autre jour, le ministre algérien des Affaires étrangères a dit quelque chose que j'ai aimé. Parce qu'il m'a donné une information. Je doutais de cela, je pensais cela. Mais quand il a dit, il n'a fait que confirmer ce que je pensais. Il a dit que ce n'est plus des groupuscules armés terroristes, mais que c'est une armée terroriste. C'est une armée terroriste. Ouais. Et c'est ce que j'ai dit l'autre jour. Et je ne sais pas si c'est sur ce plateau ou bien dans une de mes analyses que j'ai fait seul là. J'ai dit clairement, vous savez, le terrorisme, ils sont organisés en armée. Ouais. Ils sont organisés en armée. Les armées que nous avons ici, les armées modernes que nous avons ici, ils ont la même chose. Ils ont des talkie-walkie, ils ont des drones, ils ont des chars de combat, ils ont tout ce qu'une armée moderne a. Ils sont organisés en armée et c'est comme ça qu'il faut les prendre. Ouais. Alors, nous avons vu le guide de la révolution iranienne qui est sorti lors de son prêche le vendredi pour parler. On l'avait dit à un moment donné qu'il s'est caché dans un endroit sûr pour échapper à Israël. Non, il s'était caché. Maintenant, après, vu que l'Iran décide de rentrer en jeu, forcément, les gens ont besoin de voir leurs héros. Les gens ont besoin d'avoir confiance. Les militaires ont besoin d'avoir confiance. Et c'est logique. Parce que le fait de quitter un point et puis d'aller le sécuriser, je pense que c'est très bien. Netanyahu, il a couru, même si on aurait voulu qu'il s'asseye et puis attendre le reste. Maintenant, lors du prêche, c'était très normal parce que l'Iran a besoin aujourd'hui d'avoir de l'assurance, d'avoir de la sécurité, d'avoir la garantie que le message, l'entrée en guerre avec l'Israël qui vient de se produire, ou bien le début d'entrée en guerre qui vient de se produire, que Ayatollah Khomeini est d'accord avec ça. Parce qu'en Iran, il faut savoir que Ayatollah Khomeini, c'est lui le pays. En 30 secondes, par rapport à la sortie des guides. Bon, c'est ça, c'est vrai qu'il s'était caché à un moment donné parce qu'il fallait le protéger. Il fallait le protéger. Bon, maintenant, à un moment donné, tu es obligé de sortir la tête de l'eau pour que les gens te voient et pour dire, bon, on est en guerre, on va se battre, mais après, il faut le protéger parce qu'Israël peut avoir accès à partout sur le territoire iranien, ils peuvent frapper. Ils l'ont déjà montré. Ils ont tué Haniyeh comme ça. Ils ont tué Ismaël Haniyeh comme ça, mais c'était quand même grave. Ah, donc, du coup, moi, je me demande ce que l'Iran fait. L'Iran devrait chercher des boucliers. Des CS, quoi. Ça, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est des DCA, ou bien je ne sais pas comment on appelle ça, là. C'est des des appareils qui peuvent faire tomber les avions et tout ça. Bon, je ne sais pas s'ils en ont, quoi. Okay. Ah, je ne sais pas s'ils en ont, mais imaginez, vous avez vu comment ils ont tué Haniyeh? Ça veut dire qu'ils peuvent aller tuer le guide de la révolution iranienne comme ça aussi. Merci. Et puis pour finir, peut-être, ce qui m'a étonné, c'est pourquoi on a filmé Benjamin Netanyahu pendant qu'il courait. Mais c'est étonnant quand même. Parce que ce sont ces gardes-corps qui a. Mais ça, c'est pas bien. C'est pas des images à transmettre. C'est pas bien. Logiquement, ça ne devrait pas sortir. Ah oui, c'est là, on ne peut pas faire ça. Alors, chers amis internautes d'ici et d'ailleurs, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci.